Amis ennemis, bonsoir. Tribun, saison 2, épisode 15, top générique. Alors moi c'est Mathéo, enseignant contractuel depuis 2 ans dans l'école publique. Ok, Voilà. merci. Et Quentin, je te laisse te Bah présenter oui, aussi. pour savoir de quoi je parle, il faut savoir aussi d'où je viens. Du coup, moi j'ai fait l'école publique, 1000%, donc je vais pas être un ardent défenseur de l'école privée, mais simplement ça me semble aussi normal qu'il y en ait, donc les défendre c'est normal. Mais sinon, je m'appelle Quentin Coton et je suis responsable à l'Uni Sciences Po. Merci beaucoup. Alors avant d'entamer ce débat, nous allons accueillir Marie pour sa chronique pour la Minute du Sage. Bienvenue Marie. Bonsoir. Pardon, fait- je m'installe. Oui, ça fait longtemps, comment vas-tu? Très bien, et vous? Je suis très ravie d'être là. Ah ben nous aussi. Ben écoute, quand tu es prête, tu as la parole. Ah bah je suis prête, alors allons-y. Donc bonsoir à tous et à toutes. Pour introduire cette chronique, j'aimerais parler d'un fait d'actualité assez récent, mais qui commence un petit peu à remonter quand même, qui implique notamment l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, Madame Oudéa Castéra. Donc quelques jours seulement après sa nomination à la tête du ministère de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa Castéra a été au cœur d'une polémique. Alors cette polémique débute lorsqu'un journaliste de Mediapart interroge l'ancienne ministre sur la scolarisation de ses enfants au collège-lycée et Stanislas, un établissement privé qui, selon le journal, prône des idées, je cite, ultra conservatrices. Amélie Oudéa Castéra a expliqué ce choix de scolariser ses enfants dans un établissement privé en raison, je cite, de la frustration de voir des paquets d'heures pas sérieusement remplacés dans le public. Alors ces propos ont suscité la colère des syndicats enseignants, mais également la réaction de l'opposition, que ce soit à gauche comme à droite. Alors cette polémique a fait ressurgir un vieux débat autour de l'école privée et de l'école publique. En effet, on peut remonter jusqu'au milieu du XVIIIe siècle où existait déjà une querelle entre, d'une part, ceux qui souhaitaient que l'instruction soit confiée au clergé et d'autre part, ceux qui souhaitaient une instruction obligatoire et laïque. Après l'adoption des lois Ferry en 1882, l'école obligatoire laïque et gratuite est instaurée, en d'autres termes en fait l'école publique, et ces affrontements entre le camp laïque et le camp religieux vont perdurer et vont muter en des affrontements entre la gauche et la droite. Donc les débats sur la question de l'école privée et de l'école publique ont bien évolué, notamment en ce qui concerne le statut de l'école privée. On peut citer notamment la loi Debré de 1959 qui a instauré le financement par l'État des établissements sous contrat, des établissements privés sous contrat, qui doivent respecter certaines conditions, comme par exemple les programmes qui doivent être exactement les mêmes que dans les établissements publics. On peut également citer le projet de loi Savary en 1884 qui envisageait d'intégrer les écoles privées dans un grand service public, ce qui a fortement déplu et provoqué de fortes mobilisations contre ce projet qui finalement ne sera pas adopté. Alors aujourd'hui, le débat entre l'école publique et l'école privée porte notamment sur la différence au niveau de la qualité des enseignements et les inégalités sociales qui peuvent en découler. Alors puisque d'une part, les écoles privées sont perçues comme des établissements offrant un enseignement de qualité supérieure avec des opportunités uniques. Elles sont également critiquées parce qu'elles renforcent la ségrégation sociale et économique entre les élèves, alors que d'autre part, les écoles publiques sont valorisées pour leur accessibilité et leur diversité, mais elles sont jugées comme étant moins performantes. Et voilà. Merci beaucoup Marie. Merci à vous. Pour cette belle chronique. Alors nous allons passer désormais à la joute. Top générique.
Alors pour reprendre le début de la chronique de Marie, ma première question portera sur la polémique dans laquelle a été prise Amélie Oudéa-Castéra en janvier dernier. Est-ce que vous l'avez compris, cette polémique? Quentin. Eh ben, allons-y, c'est parti. La polémique, selon moi, elle se concentre pas sur l'école privée, école publique. C'est pas forcément une dualité, et c'est pas ça, je pense, qui a posé problème aux Français. Oudéa-Castéra, elle représente, à mon sens, le macronisme dans toute sa quintessence, c'est-à-dire, elle est totalement déconnectée des réalités, et la séquence politique qu'on a vue, elle est à l'image de ce qu'aujourd'hui le gouvernement Macron, c'est-à-dire vous allez voir un enfant, vous lui demandez pourquoi elle a des baskets dans un établissement public. Elle semblait choquée qu'un élève ait des baskets. Madame Oudéa-Castéra ferait mieux d'aller dans la plupart, sortir en tout cas de son carcan parisien, parce que la réalité c'est que la plupart des élèves portent aujourd'hui des baskets et non pas des chaussures cirées. Donc ça c'est première chose, la déconnexion totale vis-à-vis des Français. Je pense que c'est ça qui a un peu créé la polémique. Ensuite, il y a son mensonge, puisqu'il semblerait qu'elle ait totalement menti et que son enfant ne soit pas allé dans le public, même un peu. D'autant qu'Oudéa-Castéra nous explique qu'elle l'a mis dans le public en maternelle. C'est pas mal. C'est vrai que c'est à partir de là qu'on commence à s'inquiéter de l'absence des professeurs. Et puis enfin, ça, c'est le dernier truc, et c'est peut-être le plus drôle ou le moins drôle d'ailleurs, c'est qu'elle reproche les heures manquées des professeurs. Mais qui est au pouvoir depuis 7 ans, qui a eu des gouvernements successifs et a pu changer les choses, normalement aurait dû les changer, c'est bien Emmanuel Macron, le gouvernement auquel aujourd'hui elle appartient. Et dernière chose, je pense, elle est le symbole du macronisme dans la totale, je dirais, comment dire, la totale, je vais arriver, je trouve mon mot. Pas de problème, prends ton voilà. temps. La totale instabilité du gouvernement, c'est-à-dire qu'on passe d'un Blanquer qui reste 5 ans avec un projet politique certain, qu'on peut aller considérer, on va parler un peu politique centre-droite, et puis ensuite on passe à un Pape Ndiaye qui est plutôt à gauche, qui s'occupe des questions mais qui n'attrait pas du tout au problème des Français, c'est-à-dire savoir comment les enfants savent lire, écrire, compter. Et puis ensuite on passe à un Gabriel Attal qui lui aussi revient un peu sur le centre droit, et puis après une Oudéa-Castéra qui est totalement paumée, on ne sait pas ce qu'elle fout là, et puis enfin une Belloubet aujourd'hui, mais Belloubet c'est la preuve pure que Macron n'a pas d'idée pour l'éducation. C'est le deuxième budget de l'État, il ne sait pas où il va, il tâtonne, c'est un peu la kakistocratie, quoi. C'est le gouvernement des incompétents. Oui, parce qu'il se dit que dans les arcanes du pouvoir, qu'il aurait pris ce portefeuille sérieusement pour lui. C'est-à-dire qu'il en aurait fait un précaré présidentiel. Madame Belloubet ne sert à rien. Elle est là en représentation parce qu'en effet, Gabriel Attal a pris une partie du portefeuille et finalement, elle va être là en représentation. Pourquoi, on ne sait pas trop. Et puis après, le fait d'avoir mis Oudéa-Castéra en tant que ministre est d'autant plus discutable qu'elle était sur la gestion des JO. C'est pas pareil de gérer des athlètes et de gérer des enfants. C'est quand même pas le même métier. C'est sûr. Merci beaucoup. Qu'en penses-tu? Alors, je vais être globalement d'accord. Hein. Voilà, ce qui s'est passé, ces propos ont été interprétés. On va dire que la globalité des Français n'était pas d'accord avec elle. Lui reprochait beaucoup de choses, comme le fait de mettre ses enfants en école privée, alors que elle était ministre de l'Éducation nationale, quand même, qui prône une école publique, laïque, où tous les enfants doivent être égaux. Donc mettre ses enfants en école privée alors qu'on est ministre de l'Éducation nationale et descendre l'école publique comme ça, alors que c'est quand même elle et Emmanuel Macron du coup qui sont à la tête, qui ont le pouvoir d'améliorer tout ça. On va dire que c'était plutôt catastrophique, quoi. Avoir des propos comme ça venant d'une ministre de l'Éducation nationale alors qu'elle est à la tête de tout ça, c'est mal vu. C'est maladroit. C'est maladroit, mais d'ailleurs d'une façon plus générale par rapport à ce qu'elle a dit. Est-ce que vous avez constaté, tu disais que tu as été dans le public, et toi Mathéo, tu enseignes dans le public. Est-ce qu'il y a véritablement un paquet d'heures qui ne sont pas remplacées et a fortiori, et aussi quel regard vous portez sur le fait que les ministres de l'éducation successifs placent leurs enfants dans des écoles privées? Alors pour commencer par rapport aux heures, par rapport aux heures des professeurs absents, on ne peut pas nier qu'il y a un manque de professeurs dans l'éducation nationale, que ce soit même public ou privé également. Après, il y a eu beaucoup
d'embauche. Il y a eu beaucoup de contractuels qui ont été embauchés pour combler ces manques-là, mais c'est pas suffisant. Il manque une vraie solution à tout ça. Si on continue comme ça va s'effondrer de plus en plus, et c'est déjà le cas. Après, que ce soit public ou privé, il y a des professeurs absents, les maladies, les congés maternité, etc. etc. C'est compliqué de tout combler, mais c'est vrai qu'il y a un grand manque de professeurs. Ok, et au niveau des heures, et après je te poserai également la question, Mhm. mais au niveau des heures non remplacées, est-ce que toi tu as des collègues ou est-ce que tu as vu des situations qui montreraient effectivement qu'il y a des heures non remplacées voilà, est-ce que dans ton expérience personnelle... Alors, oui, j'ai eu des collègues absents sur une semaine, 2 semaines, voilà, qui étaient malades ou leur enfant qui était malade et qui ne pouvait du coup pas venir travailler, qui n'étaient pas remplacés. Après, on a aussi des collègues qui sont absents mais qui sont remplacés. Ça va dépendre du coup des disponibilités des contractuels ou des professeurs titulaires remplaçants. Mais ça va dépendre du moment. Mais oui, dans certains cas, on a des manques de remplaçants, quoi. Ok. Et toi, Quentin, sur les deux questions, du coup, sur ton expérience dans l'école publique, est-ce que toi, tu as eu des cours qui ont malheureusement sauté et qui n'ont pas été remplacés? Et puis aussi, la deuxième question, et c'est vrai que peut-être tu pourras y répondre après, quel regard tu portes justement sur le fait que les ministres de l'Éducation nationale, qui sont en charge de l'école publique, placent leurs enfants dans le privé? Quel message ça envoie aux Français? Alors du coup, je vais parler de moi et après je vais parler des chiffres de Voilà. manière plus générale. Alors moi, du coup, j'étais à côté d'une REP, réseau d'éducation prioritaire, en banlieue parisienne. Donc les absences de professeurs, c'était assez régulier malheureusement, avec notamment pendant un an pas de cours d'anglais. Donc voilà, je vous laisse imaginer ce que ça peut faire sur certains élèves qui veulent suivre aussi après des parcours anglais. Voilà, maintenant pour parler de manière plus générale, il y a 15 millions d'heures non remplacées en France. Et 1000 parents chaque année portent plainte justement pour ces heures non remplacées et les risques que ça pose pour la suite du parcours des élèves. Ça, c'est un vrai problème. Et encore une fois, le gouvernement Macron, et actuellement Attal, n'y a pas répondu. Attal, ça a été beaucoup de communication, peu d'action, ça on l'a bien vu. Maintenant, il va peut-être falloir commencer à réagir sur les heures non remplacées. Ce que fait le privé, et ce que ne peut pas se permettre de faire le public, c'est qu'en fait, souvent, il donne des heures supplémentaires rémunérées, plus rémunérées, pour les professeurs qui souhaiteraient remplacer un de leurs collègues absents. Mais il y a une flexibilité dans l'emploi du temps qui est permise dans le privé, qui n'est pas possible ou moins possible dans le public. Donc c'est déjà deux choses différentes. Mais je suis d'accord avec Mathéo, c'est les difficultés que rencontre le privé, en fait, c'est croisé totalement avec les difficultés que rencontre le public, sur les manques de profs, sur les manques d'heures, sur les problèmes aussi avec les élèves, hein, c'est des regards croisés. Sur les ministres, je pense pas tant que ce soit la question de s'y mettre dans le privé ou pas. Il y a 20% des élèves dans notre pays qui sont dans le privé, donc bon, ça fait partie d'une réalité aussi. Maintenant, de manière générale, c'est ce qui se passe depuis 7 ans qu'Emmanuel Macron a mis des ministres. On a quand même des ministres qui gravitent autour du 7e arrondissement et qui ne vont pas plus loin. C'est assez inquiétant. Ça montre une déconnexion entre guillemets des élites vis-à-vis des citoyens, vis-à-vis de leur réalité, avec le fameux paroxysme, encore une fois, de Madame Oudéa-Castéra, qui nous dit que les jeunes sont très heureux de donner leur place pour les JO, et qui nous explique que, tiens, tu portes des baskets, tu vas faire du sport. Donc voilà, c'est quand même un problème in fine, parce qu'ils n'ont pas conscience de la réalité du terrain, quoi. Ok. Merci, excuse-moi. Sur la question des ministres, quel regard tu portes justement sur cette question Alors, pour moi, si je prends leur place, je suis ministre de l'Éducation nationale, je gère tout ce qui est école publique notamment. Ça me viendrait de sens de mettre mon enfant en école publique, de me rendre sur le terrain, de voir la réalité du terrain, me rendre compte de ce qui se passe, rencontrer les enseignants, rencontrer les directeurs, voir ce qu'eux ils en pensent, voir quelles solutions on pourrait apporter. Voilà. Mettre mon enfant dans un établissement privé tout en représentant l'école publique, ça fait contresens. C'est une situation qui est délicate, où tu prônes une éducation publique, gratuite, laïque, etc. Mais à l'opposé, je mets mon enfant dans une école privée où je paye et où tout est beau et tout est rose pour elle. C'est pas la réalité. C'est pas... Loin de là. Mais du coup, par rapport à ce que tu disais, et ce sera la transition sur ma seconde question, finalement, c'est des élites qui mettent leurs enfants dans des écoles élitistes. Du coup, est-ce que l'école privée ne pose-t-elle pas un problème en matière de mixité sociale et du coup, in fine, de
reproduction sociale. Alors juste sur l'idée d'élitiste, il faut qu'on sorte de Paris quand même, parce que les écoles privées, il y en a partout dans le pays. Il y a 26% des élèves dans le Nord qui sont dans les écoles privées. Je ne pense pas que le Nord ce soit très élitiste, ni forcément là où il y a le plus de personnes aisées. Il y a 55% des familles aisées il y a 55% des élèves dans les établissements privés qui sont issus de familles aisées. Donc ça veut dire qu'il y a quand même 45% qui ne le sont pas. Pourquoi ? Parce que la classe moyenne aujourd'hui est assez attirée par ce type d'école, pour les raisons qu'on a évoquées, les absences. On peut aussi parler de l'archipélisation, de la communautarisation d'un certain nombre d'écoles, avec les questions que ça sous-tend aussi. On va sûrement parler de laïcité, je pense qu'on pourra y revenir très largement sur cette question. Donc voilà, de manière assez générale. Et merci, merci Quentin. Mathéo, toi, comment tu vois la chose ? C'est-à-dire que est-ce que tu penses que l'école privée pose un problème en termes de mixité sociale ? Alors pour moi, une mixité sociale, alors oui, parce que on met son enfant dans un établissement privé, donc on paye pour une éducation qui est, je le rappelle, obligatoire, qui est gratuite en France, normalement dans les écoles publiques, en tout cas. On paye pour avoir cette chance, entre guillemets, d'avoir un établissement privé avec plus de moyens, car on paye. Voilà, c'est donc en payant, en mettant ces enfants dans un établissement privé, on les exclut d'une population qui n'a pas les moyens. Je suis, si on prend mon exemple, enseignant à Reuilly-sous-Bois, au Bois-Perrier, donc en plein milieu d'une grande cité, très connue en France. Ça m'étonnerait que ne serait-ce qu'un de mes élèves ait la possibilité d'aller dans une école privée et les moyens d'y aller. Alors que ceux qui sont en école privée peuvent venir en école publique. Il y a une réelle ségrégation et on ne sait pas en fait de monde entre les élèves, entre ceux qui peuvent se donner les moyens, ceux qui peuvent payer pour cette éducation-là et ceux qui n'ont pas du tout les moyens. Je peux me permettre Oui, allez-y. En fait, la ségrégation, selon moi, elle se fait plutôt sur le territoire en lui-même que sur privé-public. Je vais donner mon exemple parce qu'il faut savoir aussi parler de ce qu'on connaît. Moi, sur mon territoire, il n'y avait pas réellement, si on regardait, de mixité sociale ou religieuse dans mon établissement, avec les questions que ça sous-tend et les problématiques que ça peut poser. Une fois, un professeur avait pris en photo notre classe pour montrer à quel point on faisait une ségrégation sociale au sein de la classe. C'était assez impressionnant, c'est vrai. Vous avez telle communauté d'un côté, telle là de l'autre. Et la mixité, en fait, parfois, une fois même dans l'établissement, elle ne se fait pas, elle se disloque, en fait. Et dans certains territoires, la mixité, elle se fait pas parce que de toute façon, vous êtes dans une zone où vous êtes avec des personnes aisées ou avec des personnes moins aisées. Enfin, vous pouvez avoir un établissement public dans le 7e si vous voulez, mais je suis pas sûr que vous ayez de grande mixité, on va être très honnête. Ça, c'est clair. Mais après, comme tu disais, il n'y a pas que Paris. Et en termes d'écoles publiques, également, on peut retrouver des schémas urbains qui mélangent des populations qui sont plutôt aisées et des populations qui sont moins aisées. Et là, on a une mixité sociale par rapport à la carte scolaire. La carte scolaire qui est complètement exclue des écoles privées par essence. Mais du coup, voilà, sur cette question-là, excusez-moi, j'ai un peu perdu le fil, mais voilà, est-ce que vous y voyez un problème voilà, est-ce que vous voyez un problème justement à cette Par rapport à la carte. Ouais. Par rapport à la carte. Excusez-moi, bon, on va passer à autre chose. Tu as parlé de laïcité. Ouais. Donc on va passer sur cette question-là, parce que ça c'est un gros morceau en termes d'école privée. Selon vous, doit-on garantir une égalité stricte entre l'école privée et l'école publique en termes de laïcité ? Allez, vas-y, je commence. Vas-y. C'est pas forcément la finalité de l'école privée, parce que si vous mettez votre enfant dans une école privée catholique, vous voulez qu'il y ait des cours parfois en lien avec ça. Je précise simplement parce que souvent les gens à la télé ne font pas la distinction où les cours de catéchèse ne se font pas dans les heures scolaires. Ça veut dire que nous ne finançons pas les cours religieux. La question qui se pose aujourd'hui, c'est la question du rapport du Sénat notamment, c'est de savoir s'il n'y a pas un financement un peu caché de ces heures-là lié au financement de l'État. Mais je pense qu'on va revenir aussi sur la question du financement de toute façon. Mais donc sur la question de la laïcité, un certain nombre de parents mettent justement, et un certain nombre de professeurs vont aussi dans ces écoles privées pour essayer de s'extirper de ces problématiques de laïcité, parce qu'elles se posent entre guillemets moins avec les problématiques que ça peut sous-tendre, parfois, sur le manque de contrôle de l'État dans certains établissements, qui fait que la religion prend un pas trop important. Je pense au lycée d'Averroès à Lille notamment, qui est aujourd'hui épinglé justement pour des cours qui seraient liés à un islam plus radical. Donc il y a
cette question de la laïcité qui se pose de moins en moins pour un certain nombre d'écoles, de plus en plus pour un certain nombre d'autres. C'est-à-dire que les parents aujourd'hui ne vont pas forcément mettre leur enfant dans le privé parce qu'il est catholique, ou voilà, mais pour la renommée, pour le calme, pour l'encadrement, et tout un tas de questions. Il y a des profs qui vont dans le privé, même pas pour la question religieuse, mais de la même manière pour la question de l'encadrement, et pas forcément d'ailleurs pour la question, on entend ça aussi souvent, pour la question du Mais outre du salaire. ça, c'est-à-dire qu'à une époque où, enfin, dans un moment qu'on vit qui est celui de la laïcité à tout prix, on clame la laïcité, les Français ont réclamé, et, sur la question de la baya notamment, est-ce que justement il n'y a pas pas une rupture, mais une différence entre les traitements de la laïcité à l'école, justement. Quand c'est l'islam, c'est problématique, mais quand c'est des croises dans des... Sur ça, peu importe, j'ai envie de dire. En tant que professeur, peu importe le faux pas que je peux faire, peu importe la religion, où je peux parler, dire un mot en cours, on peut me reprocher beaucoup de choses, je peux perdre mon poste pour ça. Oui. Voilà, c'est une école, une éducation qui est laïque, dans les écoles publiques en tout cas, au moindre faux pas, au moindre mot sur ce qui est religion, sur ce qui ne sera pas laïque du coup. Ça peut faire un très très grand débat. On a déjà vu des histoires de professeurs et d'enseignants qui ont été très malmenés sur les réseaux sociaux, qui ont fait de nombreux articles sur ça, sur une éducation laïque qui n'était pas respectée. Peu importe la religion, peu importe où on est, peu importe le lieu, peu importe l'école. Donc pour moi, pourquoi dans l'école publique, on prendrait l'éducation laïque au moindre faux pas, on peut prendre cher, clairement, alors que dans une école privée, on peut en parler, on peut faire des cours, etc. Pour moi, ça n'a pas sa place dans une école, à part, oui, on fait ce qu'on veut, on est en France, on a des religions, on fait ce qu'on veut, mais à l'école, pour moi, par exemple, voilà, donc en école publique, ça n'a pas sa place. En école privée, pour moi, ça ne devrait pas non plus. Mais public, c'est l'État. Donc l'État est neutre par essence. Enfin, en tout cas, la France a Dans décidé que ce les serait écoles comme ça. privées sous Et contrat, oui, c'est mais aussi l'État. justement, oui, mais attention, il y a une différence, ce que je viens de dire, entre les heures de cours, qui elles sont contrôlées par l'État, et ce qui se passe ensuite au catéchèse, qui sont deux choses totalement distinctes, ne serait-ce que dans le financement. À part, si c'est après, si c'est avant les cours, oui. D'accord. Mais pas au sein de l'école. C'est un établissement qui est censé être laïque aussi, si c'est prôné par l'État. Mais non, c'est privé justement. Les parents savent où ils mettent les pieds. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Si un parent est catholique et qu'il veut mettre son enfant dans le catholique, il y va. Je connais. Moi, j'avais un lycée privé pas loin qui est 600e d'ailleurs. Si on fait les classements, c'est assez drôle aussi de voir la différence entre ZEP, REP et compagnie. Qui était 600e sur le classement national des lycées. Et il y avait des élèves musulmans dans un lycée catholique. C'était assez amusant à voir parce que, en fait, vous vous rendez compte que la religion n'importe plus parce que c'est des heures à côté. Ça va vraiment avec la renommée de l'établissement. C'est ce que je disais. La religion a de moins en moins d'influence aujourd'hui sur le privé. C'est une mosaïque d'établissements, le privé. C'est pas qu'un seul truc. C'est pas que le catholique, que le musulman. C'est aussi les juifs, etc. Et toutes les autres religions qui peuvent. Ou même et surtout, religieux. c'est ça. Ou même, à Lyon, il y a une école là qui vient d'ouvrir où le professeur prône un républicanisme. Voilà, donc lever des drapeaux le matin. Enfin, du coup, c'est assez drôle parce que vous voyez que la religion s'est extirpée pour autre chose parce que les Français demandent aussi autre chose de leur école. Et ça, c'est un énorme problème. Je pense qu'on pourrait y revenir aussi. Mais juste l'instruction et le choix de l'instruction en France, c'est un droit constitutionnel, enfin en tout cas qui a été consacré comme tel en 1977. Donc c'est pour ça qu'on a aussi le droit d'avoir une liberté de la manière dont on enseigne. Le problème de la laïcité à l'école publique, il est majeur en fait. Il est majeur, il y a plus de 120% d'agressions, d'atteinte à la laïcité, et un professeur sur 5 est agressé ou est insulté en raison de problématiques liées à la religion. Donc oui, c'est un problème dans le public, mais dans le privé, justement, ils essayent de s'y extirper parce qu'il y a des règles et il y a une sélection qui se fait déjà à l'entrée entre ceux qui ne veulent pas y aller parce que c'est catholique et ceux qui ne sont pas pris pour des risques. Finalement, et puis on y reviendra, mais est-ce que justement ça pose pas un problème encore une fois d'égalité des chances? C'est-à-dire qu'on a un public où on doit respecter une laïcité stricte et un privé où en fait on peut sélectionner, donc ces problèmes de laïcité ne posent pas de problème. Comment tu vois justement cette inégalité des chances finalement? Pourquoi une inégalité des chances? Pour moi, les chances, c'est quand au niveau de l'enseignement plutôt qu'au niveau de la religion. Un élève qui est en ZEP+, et qui est chrétien, qui a une religion, voilà, et qui n'a pas les moyens de venir dans l'école privée où on fait ces cours-là. Pourquoi un enfant qui a de l'argent, enfin les parents, qui peut mettre son enfant dans un établissement privé avec ces cours-là,
Et pourquoi pas l'autre? Je vois pas très bien le rapport avec la religion, en fait. C'est juste Bah, ça. un enfant qui a une religion, le catéchisme chrétien, voilà, qui est en Z+, qui n'a pas les moyens d'aller dans une école privée avec des cours Ouais. spécifiques, pourquoi lui n'aurait pas le droit? Cette question, elle se pose pour tout le monde, du coup. Pourquoi Bah, un c'est par laïc rapport à l'argent. qui veut pas aller, qui peut pas aller dans le privé C'est sûr. Après, ma question portait plutôt et sur cette question de la religion. Après, c'est une question plus générale sur l'égalité face à l'enseignement. C'est-à-dire que quand on paye, on a certainement, du moins, on attend un meilleur enseignement que quand on ne paye pas, du coup, parce qu'on paye un service. Oui. Mais du coup, sur cette question de la laïcité, c'est-à-dire que dans des établissements publics, on ne peut pas justement vivre sa religion parce que c'est l'État est laïque, tu l'as évoqué, et dans le privé on paye pour finalement être dans cette liberté on va dire religieuse qui n'est pas forcément ostentatoire, mais c'est-à-dire qu'on est obligé de payer aujourd'hui. Enfin, est-ce que justement ça pose pas un problème d'égalité entre les enfants et entre les familles? En fait, vous voudriez du coup qu'on mette moi, fin à la laïcité. Non, mais oui, Ah, moi, je mais veux rien, je juste pose la si, question, si ouais. on suit le schéma jusqu'au bout, il faut abolir la loi de 1904. De 2004. 1904. La loi de 2004. Et donc réautoriser les signes religieux dans l'école publique. Avec toutes les questions que ça sous-tendrait aussi sur... Ou les interdire dans tous les établissements. C'est à Même en l'inverse. école privée. Mais le privé, vous faites le choix d'y aller si vous voulez. Oui. C'est ça la différence Puis on fait le fondamentale. choix car on en a avec les le moyens privé. aussi. Oui, alors après, Voilà, puis- attention, puis, parce que pareil, depuis tout à l'heure, on une a famille l'impression... qui veut mettre son enfant dans une école privée mais qui n'a pas les moyens, il n'a pas le choix en fait. Oui, bah, après, C'est ça, donc c'est un choix grâce à l'argent. attention aussi, parce que la réalité, c'est que l'école privée, dans un certain nombre de nos territoires, c'est pas 1500 € l'année, c'est parfois beaucoup moins. Ou Aussi- beaucoup plus. Ou beaucoup plus, bah oui, de Ou 7e beaucoup plus. arrondissement, Stanislas, Voilà, je ou pense que beaucoup c'est plus. beaucoup plus. C'est ça. Oui, évidemment, mais c'est le 7e arrondissement. Oui. Et on Bah, va voilà. parler, Il se lie à on va leur, en parler il tout se à lie l'heure. à leur Voilà. public. C'est la différence fondamentale avec ce qui peut se passer dans d'autres territoires où le privé est un peu plus accessible. Mais en fait, je vois juste pas le lien que vous faites, si vous voulez, avec la religion. Parce que, étant donné que vous savez où vous mettez les pieds, bah, si vous voulez être libre de porter votre religion, oui, bah, à la limite, allez-y, allez dans les lycées si vous voulez de votre confession. Mais qu'est-ce que la laïcité supprime, si vous voulez? C'est ça que j'ai du mal à comprendre par rapport au privé dans ce sens-là. Elle met en place une neutralité liée à l'État et qui permet aux élèves au sein de l'école d'être plus libres de leur pensée, parce que c'est comme ça que ça a été pensé, la loi de 2004, on est bien d'accord, avec tous les débats que ça peut sous-tendre aussi. Et le privé, les parents font le choix de les mettre là-haut aussi pour poursuivre, parce qu'ils estiment que voilà, bah, ils doivent poursuivre. Mais après, comme je vous le dis, aujourd'hui, il y a beaucoup d'élèves qui sont totalement athées et qui vont, ou d'ailleurs d'autres religions, et qui vont dans le privé Ah oui, pour on a jamais d'autres dit le contraire. questions. Ah non, Oui, oui, bah non, oui, mais ah bah c'est ça. voilà. C'est Et pour d'ailleurs, l'enseignement, pour la qualité et tout, d'accord. C'est Ça, une oui. parfaite transition sur ma question suivante. Est-ce que, et bon, vous y avez partiellement répondu, mais bon, je pense qu'on peut aller plus loin, et n'hésitez pas à aller plus loin d'ailleurs sur les questions et à vous interpeller, etc. Comment vous voyez est-ce que vous comprenez, pardon, le choix des parents d'enlever leurs enfants du public pour les mettre dans le privé? C'est-à-dire sur des questions, est-ce que vous comprenez ce choix, et est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour l'école publique? Je t'en prie. Oui et non. Voilà, on peut être d'accord comme pas d'accord. Non, parce que pour moi, l'école, c'est l'image de la France, hein, une école gratuite, libre à tous et obligatoire. Donc payer pour quelque chose qui est obligatoire, encore une fois, pour moi, c'est absurde. Après, oui, parce que, bah, voilà, comme l'a dit Quentin, des fois, on peut avoir un enseignement supérieur avec plus de moyens, car bah, du coup, on paye pour ces moyens. Voilà, on peut aussi être d'accord par rapport à la religion, puis on revient sur le point qu'on a énoncé avant, retirer son enfant du public pour le mettre en école privée avec une religion, pour avoir des cours sur cette religion. Mais pour moi, hormis la religion, retirer un enfant du coup de l'école publique et le mettre en école privée, ça n'a pas de sens. Pour moi. Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que bah, voilà, c'est obligatoire, puis pour quelque chose qui est obligatoire, c'est par rapport à nos moyens, et tu retires cette liberté, ce choix à ton enfant en fait. Tu le mets, on va dire ça, dans un clan en fait, dans un clan avec des enfants issus de familles qui ont des moyens, qui ne vont pas voir une réalité qui peut être à 500 mètres chez eux, en REP+, avec des enfants en grande difficulté.
etc. Mais des fois, il y a des enfants de parents qui n'ont pas forcément plus de moyens que les autres, mais qui font ce choix-là, peut-être pour sortir leur enfant d'une situation, je sais pas, d'une école où la gestion serait catastrophique, ou même sur des cas de harcèlement, par exemple, ou la recherche d'un environnement sain, comme probablement le privé. Et je pose justement la question. Et bah, du coup, qu'est-ce que tu penses Pour moi, oui, dans certaines conditions, sur certaines histoires, voilà, sur le harcèlement par exemple, retirer ton enfant d'une école car il est harcelé et que l'école n'a pas de solution pour lui, oui, franchement oui. Le retirer, le mettre dans une autre école publique ou dans le privé pour essayer de trouver des solutions par rapport à ça. Oui, après, même dans les écoles privées, on peut retrouver du harcèlement, on peut retrouver les mêmes problèmes qui ne sont parfois pas résolus non plus. C'est parce qu'on sera dans une école privée qu'il n'y aura plus de harcèlement, plus d'histoires comme ça, et que ça sera tout beau tout rose pour cet enfant-là. Je te remercie. Alors juste un élément qui me semble important, c'est pas l'école qui est obligatoire, c'est l'instruction, parce qu'on peut faire l'instruction chez soi, encore une fois, valeur constitutionnelle, 1977 et compagnie. Sur le choix des parents, moi je peux parler que des parents. Mathéo, t'es prof, t'aurais peut-être pu en parler, parce que je pense que t'en connais, qui ont peut-être fait le choix du public au privé. Il y a des soucis qui se posent à la fois dans le public et à la fois dans le privé, que ce soit sur la formation qui est trop courte, que ce soit sur la rémunération. Il faut savoir qu'on est payé 13% de moins dans le privé quand on est prof. Pour un contractuel, c'est 400 à 500 euros de moins, donc c'est énorme. Et puis, derrière, ils veulent essayer de trouver des avantages, parce que de tous ces désavantages, il faut bien trouver des avantages. Du coup, moi, j'ai regardé un peu quelques interviews de professeurs, c'était plutôt intéressant. Une expliquait notamment qu'elle est partie du public, parce qu'en fait, les classes dans le privé sont plus simples à gérer, plus calmes, et il y a de l'ordre. L'ordre, il est lié aussi. Parce que les parents payent pour avoir ça. Voilà. Et que si l'enfant fait n'importe quoi, hop, il prend la porte. Sélection, non mais exactement. Mais du coup, les profs font aussi le choix de ça. Et donc, tu comprends que les parents le fassent aussi parce qu'ils se disent, il y a une sécurité pour mon enfant. Parce que si quelqu'un fout le bazar ou harcèle mon enfant, si j'alerte, etc. Alors pareil, il ne faut pas croire non plus que le harcèlement est réglé de manière 100% dans les établissements privés. C'est aussi un problème. Mais en tout cas, il pourrait être vraiment viré, alors qu'en France, on a tendance, si vraiment il y a un énorme problème, à le déplacer d'établissement, ce qui ne change absolument pas le souci in fine. Il y a la volonté aussi de se faire la main pour certains nouveaux arrivants sur l'école, sur l'éducation, parce qu'ils sont mieux accompagnés, et puis surtout, il y a le soutien de la hiérarchie. Il n'y a pas ça à l'éducation nationale. Les profs, ils sont totalement laissés à eux-mêmes. Quand ils font pas de vagues sur Twitter, on dit « Oh là là, scandale, mon Dieu, les profs parlent de leurs soucis, c'est honteux ». Alors voilà, donc ils y vont parce qu'ils ont aussi un soutien de la hiérarchie s'il y a un problème. Quand une professeure à Créteil se fait invectiver par un pistolet en 2018, pas de vague, faut pas parler, oh là là, attention, l'élève, il me semble, est resté en plus. Tout va bien dans le meilleur des mondes, la professeure a sûrement fait une dépression, mais bon, ça, c'est pas grave, c'est un autre débat, visiblement. Pour les parents, le souci, c'est en effet que c'est payant. Pour un certain nombre. Après, le prix diffère, comme on l'a dit tout à l'heure. Les heures sont remplacées. Les fameuses 15 millions d'heures. Pas toujours. Les fameux... en fait, elles le sont plus dans le sens où c'est plus parfois par des flexible. personnes qui n'ont pas de formation non plus. Dans certaines écoles privées, ça fait le tour des médias aussi. Parents, ouais. Ils font appel aux parents, ils font appel à quelqu'un qui est volontaire, mais qui n'a pas forcément de formation non plus. Ouais, mais pour eux, ils veulent que l'heure soit remplie. Oui. C'est horriblement dit, mais c'est le même problème dans le public. L'heure qui n'est pas remplie en public, où ton enfant sera dans une autre classe, souvent du même niveau, et qui pourra suivre avec un autre enseignant. Personnellement, je préfère ça. Ah oui, mais toi, tu parles des primaires. Au collège, l'heure elle est pas faite. Si on parle au collège, oui, d'accord. Journée, au revoir. Pareil pour le lycée. Donc, tu vois, un an d'anglais de perdu, j'aurais peut-être préféré faire un an avec un parent, peut-être qui a étudié au Royaume-Uni, etc., et qui vient t'apprendre un peu quelques trucs, que ne rien faire pendant un an en anglais. Ensuite, il y a la réussite, évidemment, c'est un critère pour les parents. Les établissements privés sont dans les classements souvent hauts. Le Figaro a essayé de faire une distinction. Du coup, maintenant, ils font un classement école publique, un classement école privée pour éviter justement une discrimination liée au fait que les écoles privées soient très hauts dans les classements. Un meilleur encadrement, ça je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et puis, la valeur et la création d'une communauté. On parlait sur la laïcité, mais c'est vrai qu'il y a quand même un problème dans le public. C'est qu'aujourd'hui, il y a la création, une archipélisation un peu des étudiants. Il y a un directeur dans une interview qui expliquait qu'une fois, il a regardé par la fenêtre de la cour de récré et il a constaté la communautarisation des individus en fonction de tiens, machin est telle religion, tiens, bidule il est ça. Et puis comme je vous disais, moi en plus j'étais en STMG, donc vous aviez un peu, parce que pareil, faut pas croire que on va tous dans les filières en fonction d'eux. Les nuls vont dans telle filière, les bons iront. Donc il y a déjà même une sélection qui est faite. Il y a une sélection qui est faite d'office. Je prends mon exemple, bac S, j'étais
pas le meilleur de ma classe, hein. On va Non, pas se le t'étais pas cacher. le meilleur de la classe. Mais... J'étais dans une moyenne assez basse. Et on m'a permis d'aller en bac S et de continuer une licence, un master, etc. par la suite. Ah, mais moi aussi, je suis allé à STMG, Bah je oui. suis à Sciences Po. Enfin, vous voyez Ah, un mais peu oui, voilà, le c'est ça, truc. c'est pour ça. Mais dans ma classe, c'était ce qu'on a. Enfin, les STMG, on nous appelait les cancres. Hein. Et je pense que dans beaucoup d'établissements, Ah, bah la oui. réalité, c'est Ah, bah, on souvent. va foutre les élèves. Donc il y a même une sélection dans le public. Faut pas croire qu'il y en a que dans le privé à l'entrée, quoi. C'est sûr, mais du coup, il y a des schémas qui se créent, que ce soit des schémas sociaux, qui sont problématiques, mais qui sont peut-être sanctuarisés dans le privé. Je sais pas, je vous pose la question, c'est-à-dire que, est-ce que dans le privé, il n'y a pas finalement alors pas forcément dans les cours de récréation, mais dans les publics acceptés. Finalement, est-ce qu'on ne sanctuariserait pas dans le privé cette question-là j'ai déjà posé la question, mais de ségrégation, quoi, en quelque sorte. C'est-à-dire que tu dis qu'il y a une archipélisation. Et finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas une archipélisation au niveau des établissements ? Dans la commune dans laquelle j'habite, à côté, il y a un établissement privé en centre-ville, finalement, avec des établissements publics autour. Cet établissement privé accueille un certain type de public qui est sensiblement le même, c'est-à-dire qu'avec très peu de mixité. Et je me rends compte qu'on a déjà posé la question, mais tu es revenu sur le sujet, et c'est vrai que c'est... Voilà, je me perds un petit peu dans ce que je dis. En fait, je me demande toujours de quelle mixité on parle. Moi, c'est toujours ça qui m'a un peu... Parce qu'on ne peut pas reprocher, si vous voulez, au privé de prendre les meilleurs, parce que c'est vrai que beaucoup de bons élèves, parce que le public a des lacunes, bifurquent vers le privé, et parfois, c'est triste à dire, hein, mais il y a parfois des parents qui se tuent au travail pour payer les études de leurs enfants. On n'y pense pas, alors on pourrait parler des étudiants qui le font aussi, mais là, en l'occurrence, c'est pas notre sujet. Mais il y a des parents qui se tuent au travail à faire des heures supplémentaires, etc., pour payer parce que leur enfant est bon, qu'il a envie qu'il réussisse, et qu'ils ont peur de ce que donne le public. Et de fait, on ne peut pas reprocher à l'école publique d'être devenue ce qu'elle est devenue, c'est-à-dire aujourd'hui considérée comme moins bonne qu'un certain nombre d'écoles du privé, et dire après, dis donc, nous on est moins bons, mais pourquoi on nous vole nos élèves bons, du coup, et après on n'a plus de mixité ? Parce qu'il y a un problème, mais ce problème, il ne vient pas, à mon sens, des professeurs, il vient de la hiérarchie qui ne soutient pas, première chose, et du ministère qui ne fait rien, qui ne bouge pas, et qui a fait beaucoup de communication pour pas grand-chose. Gabriel Attal qui appelle, franchement, en nouvelle règle, se lever quand on rentre en classe. C'est quoi ? C'est absolument pas sérieux. Il n'y a absolument rien de sérieux dans ces propositions. En tout cas, ça fait une excellente ouverture sur ma prochaine question. Je tourne toujours autour du même. Voilà. L'école publique est-elle aujourd'hui à la hauteur des enjeux d'éducation par rapport à l'école privée ? On a partiellement répondu, mais je vous invite à aller plus loin. Voilà. Que ce soit école publique, école privée sous contrat, je précise. On doit enseigner les mêmes choses. On a le même programme à suivre. Que ce soit mieux enseigné, moins bien enseigné, ça va dépendre des enseignants, des méthodes utilisées. Mais on a les mêmes choses à faire, on a les mêmes programmes, on a le même but, en fait. Donc, pour moi, privé, public, tant qu'on respecte le programme à faire, on aura sensiblement les mêmes choses et le même résultat. Et sur les cours périphériques, c'est-à-dire ce qui n'est pas pris en charge par l'État, c'est les cours de religion, est-ce que vous pensez que dans le package pédagogique, c'est une bonne chose, parce que ça peut être ou pas une bonne chose. Après, c'est un choix des parents de mettre ou de ne pas mettre, c'est ça. C'est une ouverture culturelle. Une bonne chose, une mauvaise chose, ça serait compliqué à dire. C'est un choix, c'est un train de vie. Après, je sais pas ce que t'en penses toi, mais... Non, je suis totalement d'accord, c'est un choix. Comme je disais, il y a des élèves d'autres religions ou athées qui vont qui vont en privé aussi. Écoles, il y a pas de... Voilà. Sur la question des programmes, je rejoins totalement Mathéo, c'est les mêmes programmes, donc normalement il n'y a pas de souci. Après, il y a une liberté pédagogique qui s'exprime dans le public comme dans le privé, c'est-à-dire si vous voulez apprendre les mathématiques de plus 2 avec des bâtons, avec les doigts, vous faites comme vous voulez, ça vous êtes libre. Mais la vraie question, je pense que c'est pas par rapport au privé, je pense que c'est l'éducation nationale de manière générale. Il y a de toute façon tout à revoir sur les programmes, il y a tout à revoir de manière générale, c'est tellement triste. Les programmes qui changent tous les 2 ans pour tout le monde. Mais parce qu'il n'y a pas de vision de long terme, il n'y a pas de vision de long terme de ce qu'on fait. On n'a pas de solution. Moi, l'anglais, je ne sais pas ce qu'il en était de toi Mathéo, moi l'anglais, je l'ai commencé en CE2.
C'est trop tard, en fait. On est en retard de 10 ans sur nos voisins, on est en retard de 10 ans, voire 20 ans sur les pays scandinaves. Enfin, on est en retard partout. Et maintenant, Gabriel Attal nous parle de la méthode de Singapour. Ça fait 20 ans qu'on nous dit qu'il faut la méthode de Singapour. Il n'y a que maintenant qu'on se réveille. On entend parler, mais on ne la voit jamais. Voilà. Bon, bah voilà. Beaucoup de communication, peu d'action. Oui, on l'entend, mais elle est nulle part. Messieurs, je vous remercie. Il y a une question d'un ou d'une vieweuse. Théo, je te laisse. Ok, bah, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une réflexion. J'ai trouvé ça intéressant. C'est Steph474 qui dit c'est juste le nombre d'élèves par classe qui change, mais ça change tout. Pour lui, c'est vraiment une question du nombre de personnes, d'élèves par classe qui changerait tout. Entre le privé et le public. Je me permets. Hein. Vas-y, on a des écoles publiques, voilà, donc on va prendre les REP et les REP+, où les effectifs sont réduits, sont encore plus petits que dans le privé, avec des ACP, des AW, donc des classes à 14 ou 15, des grandes sections aussi dédoublées. Alors, on a des moyens dans le public avec des classes réduites selon où on est, selon notre situation géographique. Après, oui, dans le privé, ils font des classes plus petites, plus réduites, avec un effectif qui peut être moindre. Après, est-ce que 1, 2, 3 élèves, ça change vraiment une classe? Tout dépend de qui sont ces élèves. Mais voilà. Tu vois, si tu veux rebondir sur ça. Mais... alors, moi j'ai lu les rapports de la DEPP sur le nombre d'élèves justement par classe. C'est ultra intéressant. Je vous invite à le regarder parce que ça détruit tous les stéréotypes qu'on pourrait avoir sur le privé. C'est très intéressant. Alors, les classes sont autant chargées en fait dans le privé que dans le public. 25 élèves en moyenne. Ça, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui nous le dit. Et le nombre d'élèves par enseignant, parce que c'est ça, du coup, je pose la question, c'est 24 dans le privé et 16 dans le public en moyenne sur tous les cycles confondus. Donc, en fait, les deux. Il y a un problème de toute façon qui est le nombre d'enseignants. Voilà, c'est pas forcément le nombre d'élèves, c'est la formation de l'enseignant qui doit répondre aux besoins d'un certain nombre d'élèves. Parce que quand vous regardez dans les années où l'éducation allait plutôt bien, le nombre d'élèves par classe dans les villes de campagne était approximativement similaire à ce qu'on a aujourd'hui. Voilà. J'ai une question aussi d'une joueuse qui... alors ce sera un peu plus général. On va sortir un peu du cadre du débat, mais c'est pour... pourquoi pas le relancer. Alors, attendez, je cherche la question. C'est, craignez-vous pas que... est-ce que vous craignez une autocensure dans l'enseignement c'était par rapport à la question de la laïcité tout à l'heure. Dans l'enseignement d'une matière ou d'une notion, par exemple en histoire, quand on parle de religion, parce qu'il y a des cours justement sur l'histoire des religions, est-ce que vous craignez pas justement une autocensure, que ce soit dans le privé ou dans le public peut-être plus dans l'un que dans l'autre. Qu'est-ce que vous en pensez, Quentin? Si. Mais de toute façon, je pense que depuis la mort de Samuel Paty, c'est encore pire. C'est de pire en pire. Et Gabriel Attal a formulé il y a quelque temps, a expliqué il y a quelque temps qu'il y avait un entrisme religieux dans certaines écoles et que ça lui posait problème. Et je revois Jean-Luc Mélenchon sur BFM TV nous expliquer qu'il y avait certains cours qui indisposaient des élèves. Je me dis, donc là, il est en train sérieusement de justifier le fait que des élèves partent de cours ou appellent à supprimer un certain nombre d'enseignements ou un certain nombre de notions, de valeurs qui sont les nôtres. La liberté d'expression, c'est une de nos valeurs. Parce que ça indisposerait certains élèves. Donc oui, les professeurs aujourd'hui ont raison d'avoir peur, et c'est tellement triste de dire ils ont raison d'avoir peur. On devrait dire vous n'avez pas à avoir peur, sauf qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui, comment vous voulez leur dire oh bah non, allez-y les mains dans les poches et puis sifflotez dans les couloirs, quoi. C'est pas possible. C'est ça. Mathéo, qu'est-ce que tu sensiblement d'accord. Hein. Mais là, spécifiquement, je vais te poser la question en tant que professeur. Est-ce que tu t'es autocensuré? Ou est-ce que en préparant tes cours, tu t'es dit je ne vais pas dire ça car ça risque peut-être de poser problème à tes élèves ou à toi-même? Oui, on a des choses qu'on peut pas dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la moindre vague, voilà, pour le hashtag pas de vague, à la moindre vague, on peut avoir de très gros problèmes. On a des choses qu'on peut pas dire, même sur les cours, sur la guerre, sur les guerres mondiales, etc. On a des mots, des termes, des choses qu'on peut pas dire, qu'on peut pas apprendre, qu'on peut pas... Même juste en parler comme ça, sans trop aller à droite à gauche sur ces termes-là. Mais on est censuré, on n'a pas le droit d'en parler. On est censuré. Mais, je pense que la classe politique est pour pas mal de choses aussi, il faut être honnête. Sofia Chikirou, après la caricature de Coco, avait dit « Vous aurez notre haine ». C'est de pire en pire. En fait, il y a les politiques aussi maintenant qui se mettent à soutenir le fait qu'on puisse avoir la haine d'une personne qui fait une caricature.
Et j'ai bien l'impression que ce soit de pire en pire avec le temps. Je me rappelle de la différence qu'il y avait eu entre le 7 janvier, où moi j'étais en cours après, et le 13 novembre, sur la minute de silence. Le 7 janvier, c'était silence complet, parce que symbole, premier attentat en tout cas que moi j'ai vécu jeune. Le 13 novembre, il y en a qui rigolaient dans la salle. Voilà, et ça, c'est en moins d'un an. Hein. Est-ce que c'est pas dû à l'idiotie des... Si, il y a un peu de ça, il y a un peu d'immaturité, mais du coup, c'est très inquiétant sur ce qui peut se passer à la maison, parce que parfois, ce que disent les enfants ou ce qu'ils font, et la traduction de ce qui se dit à la maison. Donc, de leur vie. Non, c'est et je ne justifie en aucun cas les perturbations de minutes de silence. Ah non, on a compris, Gabriel, que tu... Oui, non, bien sûr. Mais en tout cas, c'est intéressant, et puis aussi d'avoir le point de vue d'un professeur, et puis le point de vue de quelqu'un de politique. C'est clair, nous avons une question d'un ou d'une vieweuse, justement. Ouais, Théo, une vieweuse, c'est Emma Kay ou qui demande est-ce que le fonctionnement REP concerne aussi les écoles privées. Donc voilà, c'était juste pour... s'informer. Pas à ma connaissance. À ma connaissance non plus. Non. Les REP, REP+, etc., c'est spécifique à l'école publique. Et du coup, avec ce qui suit, les aides avec aide financière et aide mise en place pour certains élèves, pour moi, à ma connaissance, c'est essentiellement dans le public. Oui, voilà, t'as ta réponse. Écoutez, merci. On va passer à une autre question, et là c'est une question d'ordre plutôt financière. La fameuse question. Alors, selon vous, l'État doit-il participer au financement des écoles privées sous contrat? Parce que je le rappelle, il y a déjà le cas. Oui, mais la question c'est est-ce que l'État doit continuer à financer? Alors juste, je fais ou au contraire, les laisser indépendantes. Je fais juste un petit laïus. Nous avons des écoles privées sous contrat et des écoles privées hors contrat. Les écoles privées sous contrat reçoivent un financement de l'État qui est aujourd'hui à hauteur de 75% pour rémunérer les enseignants et puis pour des frais de fonctionnement. Et ces écoles signent un contrat avec l'État pour... justement respecter les programmes, respecter certains points d'inclusion, etc. Les écoles privées hors contrat ne sont pas soumises à ces règles, elles sont juste seulement soumises à l'enseignement des principes fondamentaux. Donc selon vous, est-ce que dans une séparation stricte entre école privée et école publique, l'État doit-il financer une partie des écoles privées? Mathéo. Allez. Alors, ça sera toujours le même problème. Après, si on retire ce financement-là, pour moi, on verrait ces écoles privées sous contrat dégringoler, chuter, avec beaucoup de moyens qui vont disparaître, que ce soit pour la pédagogie, pour l'enseignement ou même pour la sécurité, etc. Actuellement, elles vivent essentiellement grâce à ça et grâce aux dons des parents, etc. Mais essentiellement, à 75%, comme tu l'as dit, grâce à l'État. Si on retire ces 75%, il ne restera pas grand-chose. Donc, ça risque... c'est un gros risque. C'est un gros risque de les voir disparaître. C'est ça, elles n'existeront plus. Après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que ça devrait continuer? On va laisser les grandes personnes le dire. Mais c'est un gros risque de retirer ce financement parce qu'elles n'existeront plus. Et que c'est encore un autre sujet, mais on a déjà des écoles complètement surchargées. Si on retire des écoles avec un certain nombre d'élèves, ça risque d'aggraver encore plus les choses. Je te remercie. Mathéo, Quentin, qu'est-ce que toi tu en penses? La loi Debré prévoit un financement proportionnel au nombre d'élèves, ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez un financement de 20% de l'État du ministère de l'Éducation nationale qui va au privé, ce qui fait 75% pour chaque établissement, et ensuite 80% dans le public. Ça, c'est l'organisation de la loi. Sur le financement, à mon sens, c'est pas vraiment la grande question. Ce qui se pose surtout aujourd'hui, c'est le contrôle, en fait. Quel contrôle on applique? Les rapports parlementaires sont à peu près tous clairs. Il y a un manque de contrôle. Voilà. Donc il faut en effet renforcer les contrôles. Mais de là à couper les financements de ces établissements, ce serait nier d'abord leur liberté d'instruction, qui est encore une fois constitutionnellement protégée. Et au-delà de ça, on finance aussi l'instruction à la maison des gens qui ne vont pas à l'école quelle qu'elle soit. Avec le CNED, c'est 33 millions, alors c'est beaucoup moins, mais on le finance quand même et c'est payant aussi, c'est 780 balles par établissement. Pour ceux qui font l'école à la maison, donc on pourrait dire aussi que c'est une injustice, mais souvent c'est parce que les parents divaguent un peu dans le... voilà. Donc c'est pas forcément l'énorme question, on finance à hauteur de 12 milliards d'euros au total, collectivité comprise, 8 milliards l'État, 12 milliards au total.
La vraie question qui se pose sur les financements, parce que sous-jacent à cette question, beaucoup de gens disent oui, mais ces milliards-là, on peut les mettre dans le public. C'est un peu ça. La France finance à 75%, la Belgique 99% les écoles privées, et la Finlande et la Norvège, qui sont les meilleurs pays en matière d'éducation quand même, c'est 80%. Donc bon, on est quand même dans la moyenne à peu près de l'OCDE. Mais après, on peut, si certains le veulent, partir sur le Royaume-Uni ou les USA, où là c'est bien plus libéral et il n'y a presque pas de financement. Mais c'est un choix. Parce que finalement, c'est une vraie question, c'est-à-dire que c'est l'argent d'une majorité de parents, voilà, du contribuable, mais une majorité de parents qui ont leurs enfants dans le public, qui payent le fonctionnement des écoles privées, justement, où il y aurait enfin c'est pas il y aurait, c'est les rapports le montrent, mais que on en parlait tout à l'heure, si tu veux, enfin si vous voulez une plus grande richesse des élèves, des indices de position sociale plus élevés dans le privé que dans le public. Donc bon, la question se pose. Après, voilà, moi je voulais votre avis sur. C'est quand même, il a dit il faudrait faire un plus gros contrôle de où part cet argent, de qu'est-ce qu'ils en font. Est-ce qu'on finance pour rien? Est-ce que ça part dans des sorties scolaires? Ou est-ce que ça aide vraiment à l'enseignement? Est-ce que ça aboutit à des vrais projets pédagogiques? Ou est-ce que c'est de l'argent qui tombe un peu par les fenêtres, quoi? C'est ce contrôle-là qu'il faudrait vraiment. Donc, selon vous, il faudrait renforcer les contrôles. De toute façon, oui. Tout le monde le dit qu'il faut renforcer les contrôles. Je veux dire, c'est pas nouveau, c'est assez inquiétant d'ailleurs que. Mais en fait, l'éducation nationale veut renforcer les contrôles dans le public. Il aime pas trop aller contrôler le privé. Ce qui est assez drôle d'ailleurs, parce que le public va tellement mal qu'ils vont le contrôler pour voir s'il va encore plus mal, visiblement. Ouais. Sur les financements de l'éducation nationale, simplement, par rapport à nos voisins allemands, on paye 4 fois plus en milliards d'euros. Rien qu'en dépenses administratives. Donc peut-être qu'il y a peut-être des petits efforts à faire ailleurs aussi, puisqu'on parle de dette, etc. Au lieu d'aller définancer des écoles qui accueillent, comme tu l'as dit Mathéo, des élèves qui ensuite devraient être redispatchés si jamais ça disparaît, dans des écoles publiques. Qui sont déjà surchargées. Ça va être très très amusant si ça se fait, oui. Mais ça se fera pas parce que les gouvernements sont quand même assez intelligents pour pas annuler les financements, même si certains veulent totalement le faire. Mais même les partis de gauche ne sont pas foncièrement contre ce financement, ils veulent juste vraiment plus de contrôle. Le rapport qui est sorti à l'Assemblée nationale, c'était un député de gauche et un député Renaissance, et il demandait vraiment juste plus de contrôle, parce que c'est normal, c'est de l'argent public, donc il est normal aussi que ce soit contrôlé et que ça parte bien là où ça doit partir. Je te remercie, Quentin, je vous remercie, Quentin et Mathéo. Peut-être une dernière petite question avant de passer à notre dernière rubrique dans le vif. Est-ce que l'école privée est-elle un choix viable pour des élèves ayant des besoins éducatifs particuliers? Dans ma question, je pense plutôt, par exemple, au programme Montessori et compagnie. Quel regard vous portez là-dessus, Quentin? Moi, j'allais plutôt partir sur tout ce qui est handicap, parce qu'en réalité, il y a beaucoup d'élèves aujourd'hui en situation de handicap qui ne peuvent pas aller dans le public. Alors, pour des raisons diverses, il ne faut pas toujours faut pas taper sur le public de manière générale déjà, mais il ne faut pas toujours taper sur les difficultés du public. On ne peut pas accueillir parfois certains élèves en difficulté. C'est pas qu'on le veut pas, c'est que les professeurs sont formés ailleurs ou dans d'autres conditions. Et puis, excusez-moi, quand vous avez un élève en grande difficulté dans un public, vous ne pouvez pas mettre une AED en permanence. C'est déjà cher en coût, en moyens humains. Et puis, de manière générale, il faut pouvoir aider d'autres élèves. Donc il y a des écoles privées pour des personnes en situation de handicap ou qui ont des soucis divers. Donc oui, ça peut aider certains publics et c'est même très bien qu'il y en ait, parce qu'il y en a vraiment, il y a des parents qui sont désespérés parce que le public n'arrive pas à répondre aux problématiques de leur enfant, et donc on doit pouvoir leur offrir cette possibilité, d'où aussi la fierté que devrait avoir l'État de financer un certain nombre d'écoles privées qui aident des cas particuliers. Je te remercie. Mathéo? Après, pour rebondir, mais sur l'école publique, du coup, on a beaucoup de choses qui sont mises en place pour ces élèves-là, en difficulté ou en situation de handicap, que ce soit suivi par le RASED, donc un réseau d'aide spécifique pour les enfants en grande difficulté et handicapés. On a des AESH que vous avez également dans le privé, mais qui peuvent être mis à plein temps sur un élève. Que moi, par exemple, j'ai dans ma classe un élève en situation de handicap et qui est en très grande difficulté, mais qui est suivi par quelqu'un, et par le RASED, et par cet AESH qui est là dans la classe pour m'aider moi et pour l'aider lui à progresser et à suivre. On a également pour des élèves qui ne parlent pas français ou qui ont des difficultés dans le langage, des dispositifs UP2A, donc pour aider à la langue. Tu peux
le définir? Alors, UP2A, alors comme ça... parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de mots, c'est ça. Alors comme ça, je ne pourrais pas, mais là, c'est un dispositif, soit une classe vraiment dans l'école, soit des élèves qui sont dispatchés dans les classes, et une personne vient les prendre 2-3 heures par jour pour approfondir le langage, pour apprendre la langue française, etc. Enfin, vraiment pour aider ces élèves-là. On a également les classes vraiment pour les personnes en situation de handicap, les ULIS, qui sont publiques, gratuites. Et on a beaucoup d'ULIS différents, donc pour autistes ou handicap physique, on a beaucoup de classes ULIS pour ces élèves-là. On a beaucoup de moyens, beaucoup de dispositifs dans le public aussi pour aider ces élèves. Bien messieurs, je vous remercie. On va passer à la dernière partie de l'émission, dans le vif. Alors, c'est 1 minute pour convaincre les viewers sur une question. Alors, la question, et je vous la redirai juste après. Jingle, pardon. Il est beau. Alors, du coup, je disais 1 minute pour convaincre les viewers sur la question quels sont les principaux avantages et inconvénients de l'école privée par rapport à l'école publique, et vice-versa. Alors, Quentin, tu vas commencer. Tu auras 1 minute pour convaincre, à part si tu veux... Non, je vais y aller un peu. Tu auras 1 minute pour convaincre les auditrices et les auditeurs sur cette caméra-là. D'accord. Et toi, Mathéo, tu auras 1 minute également sur la caméra juste à ta gauche. Donc à ta droite, pardon. Donc 1 minute sur les avantages et inconvénients. Voilà, alors la question, c'est quels sont les principaux avantages et inconvénients de l'école privée par rapport à l'école publique et vice-versa. Je mets juste le chronomètre et je te dirai... courir rapide. C'est quand tu veux. C'est parti. Bon, je vais commencer sur les avantages de l'école publique. D'abord, elle est accessible et ouverte à tous, et ça, c'est quand même assez merveilleux. C'est vrai que la mixité sociale est présente. Sur l'inconvénient, c'est en effet le suivi. Heureusement, des professeurs font tout aujourd'hui pour changer les choses. Je pense il me semble, c'est Jérémy de Fontaine, il me semble, en Seine-Saint-Denis, qui a fait un énorme travail là-dessus, qui a permis à ses élèves d'avoir, je crois que c'était le baccalauréat. Donc c'est le manque de suivi qui est criant dans le public. Pour ce qui est du privé, je dirais que le principal des avantages, évidemment, c'est le fait que ce soit payant. Jusque-là, pas de surprise. Mais l'avantage, c'est quand même justement ce fameux suivi et puis cet encadrement qui n'est pas forcément présent dans un certain nombre d'établissements de notre beau territoire, malheureusement. Et donc, il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour que le public s'améliore, mais pour que, en fait, l'éducation de manière générale s'améliore, parce que c'est pas qu'un problème privé-public, c'est presque une fausse dualité. Le vrai problème aujourd'hui, c'est les programmes et le fond. Mais tu as tenu 1 minute 52. Mathéo, c'est quand tu veux. Parti, ok. Je vais faire la même chose, commencer par les avantages. L'école publique gratuite, accessible à tous, avec une mixité qui est présente. Avec l'aide à l'État pour beaucoup de choses, élèves en difficulté, beaucoup d'aide financière, un suivi des enseignants qui sont présents en tout cas, avec des contrôles, avec le contrôle de ce qu'on fait, avec une pédagogie qui est accessible et qu'on nous donne en main presque. Après, les inconvénients également de l'école publique, donc voilà, les enseignants absents, avec beaucoup d'histoires, avec des élèves qui font de temps en temps parfois de grandes histoires et on va dire ça comme ça, un bordel qu'on peut peut-être pas retrouver dans le privé grâce à l'argent et grâce à ce contrôle qui est mis en place où on les vire du coup. Donc voilà, après c'est un choix et puis voilà quoi. 1 minute, c'est ça. Si, vous êtes 1 minute et 52 dixièmes, et puis 48, toi 48e. Donc c'est très bien, messieurs, je vous remercie. Donc les votes vont être ouverts pour élire notre... il y a un vote, carrément. Il y a un vote, carrément. Voilà, et
Et donc vous pouvez toutes et tous voter. Alors Théo, tu me diras quand c'est bon. Ouais, n'hésitez pas à voter, c'est un petit carré noir, faut cliquer dessus sur vos écrans ou en bas et vous cliquez pour la personne qui vous a le plus convaincu. Voilà. Franchement, c'est petit vote et tout. Mathéo, Quentin, envoyé au 33 10. C'est combien la minute? On dira pas. Après, vous pourrez réintégrer l'argent pour les écoles publiques. Voilà, en fait, et merci Quentin pour cette transition, parce que effectivement, Tribun, excellent. Tribun organise un Eurodébat de la jeunesse avec les représentants jeunes des partis présentant une liste à ces élections. L'événement aura lieu dans l'amphithéâtre Bienvenue de l'université Gustave Eiffel et pourra être suivi en live sur Twitch. Donc nous vous attendons nombreux et nombreux. Et pour faire cet événement, nous avons besoin de financement. Donc nous avons ouvert une cagnotte sur Hello Asso. Donc on en a parlé la semaine dernière, le tribaton, comme nos invités l'ont nommé la semaine dernière. Donc je vous enjoins toutes et tous à peut-être en parler autour de vous, ou pourquoi pas nous soutenir en faisant un don. Voilà, tous les détails sont dans le Linktree présent sur notre Instagram, dans la description. Et c'est aussi une bonne transition pour vous remercier d'avoir suivi ce débat, et puis pour vous dire de peut-être vous abonner pour suivre nos aventures. On poste régulièrement des stories sur la vie de l'asso et nous serions heureux de le partager avec vous. Voilà. Théo, où est-ce qu'on en est au niveau des votes ? J'ai partagé le Linktree dans le chat déjà. Oh, ok, très bien. Et c'est quand tu veux, on leur laisse peut-être encore quelques secondes. Oui, écoutez, messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de ce débat ? Déjà, merci pour l'accueil. Merci beaucoup. Et c'est toujours plaisant de discuter avec Mathéo, à mon âge, on ne cache rien, mais à peu près, je pense. Oui. C'est toujours agréable de voir des nouveaux professeurs entrer dans l'éducation nationale. Je trouve que c'est joli, c'est toujours joli, ça se perpétue. On dit les profs ne veulent plus, il y a une crise, c'est une vraie ceci dit. Mais du coup, c'est toujours agréable de voir des jeunes, j'en connais aussi en MEF. Mais il en faut, c'est ça, on a fait en MEF qui sont remplis, c'est agréable à voir. C'est cool. Et on salue tous les professeurs. Je sais qu'il y en a plusieurs dans le live qui nous ont regardé, dont, et là je vais faire un petit hommage, dont ma maman qui est prof qui est professeure des écoles depuis de nombreuses années, puis qui est aujourd'hui directrice déchargée à 100% dans l'école privée ou publique. Dans l'école publique. Pardon. Oh là là, oui, j'ai failli avoir un lapsus, mais non, moi je n'ai pas de réel parti. J'ai essayé d'être assez neutre. Voilà, oui, mais t'as été neutre. c'est trop bon. C'est non, t'as été bon, toi qui merci. Tout à l'heure, première bien réussie. C'est mission réussie. On disait qu'il n'y avait pas Olivier Truchot, mais en fait on a le prochain. C'est ça. Il est là. Merci beaucoup, Quentin. Théo, les votes ? Ouais, les votes sont clos. Alors ça a été très serré parce que c'est Quentin à 54% qui gagne le tribun de la semaine. Quentin, 55%. 54. Ah ouais, 54. Alors je te remets. Il a bien la partagé avec Mathieu, il a été bon comme. Avec la couronne. Écoute Quentin, félicitations. Bravo. Tu es le tribun de l'émission 15 et nous en sommes, nous sommes très heureux. Nous sommes très heureux de vous avoir accueillis tous les deux. C'est pour parler d'un sujet qui est aussi qui est clivant dans la société, mais qui n'a pas forcément été très clivant ce soir. Mais je pense que pour les auditrices et les auditeurs, ça a été assez bien d'avoir les arguments, vos arguments, de l'un de l'autre. Un retour d'expérience et puis des chiffres précis. C'est toujours très pertinent. Donc messieurs, je vous remercie. On se retrouve la semaine prochaine avec Loïc, le retour de Loïc, qu'on embrasse encore et il nous a manqué beaucoup. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous et puis à la semaine prochaine.